Gustave Courbet, peintre politique, telle est la question. S'agit-il d'un mythe? S'agit-il d'une réalité? Alors on va prendre les choses au départ. Gustave Courbet est né en 1819 dans la ville d'Ornans, c'est-à-dire le département du Doubs, région Franche-Comté. Alors situé comme ça, c'est important parce qu'on va parler du Doubs, on va parler de la Franche-Comté. Gustave Courbet est né dans une famille bourgeoise. Son père avait le droit de vote sous Louis-Philippe, qui était un droit de vote censitaire, ce qui suppose qu'il avait une petite fortune. Donc Courbet, le peintre paysan, on nous dit le peintre socialiste est un fils de bourgeois. En tant que fils de bourgeois, il est envoyé à Paris faire ses études de droit, laissant son père cultiver les vignes à Flagey et la maison d'Ornans, qui est une belle maison de maître. Gustave Courbet arrive à Paris pour faire ses études de droit, il a 20 ans. Est-ce qu'il va faire du droit? Non, vous ne connaissez pas l'avocat Courbet, vous connaissez le peintre Courbet. Donc il délaisse les études de droit et il va faire des études d'art. Études d'art qui l'amènent en 1849 à vendre un grand tableau à l'État, ce qui lui permet d'empocher 1500 francs et d'avoir une médaille d'or. De là commencent 21 années d'une carrière ponctuée de scandales et de grands succès avec les peintures qu'on connaît de Courbet. Vient 1870. Le peintre devient un homme politique. Il participe à la République, il devient communard. De là, il part en exil en Suisse, meurt en Suisse en 1877. Au dénommé Garcin, qui est un journaliste, qui le qualifie de peintre socialiste en 1851, il répondit « J'accepte bien volontiers cette dénomination. Je suis non seulement socialiste, mais encore plus républicain et en un mot partisan de toute révolution. » Ça fait 2 ans qu'il est connu, on parle déjà d'un peintre socialiste. En particulier avec ce qu'il a peint entre 1849 et 1850, ce qu'on appelle sa trilogie. Là voilà la trilogie, vous avez un enterrement en Ornans, qui a été peint donc entre mars 1849 et le printemps 1850. Vous avez ensuite le retour des paysans de Flagey. Je vous rappelle que le père avait une ferme à Flagey. Suivi d'un autre tableau, c'est donc cette fameuse trilogie, Les casseurs de pierre. Et vous avez cette petite caricature. Tous les tableaux ont leur caricature, en particulier quand il s'agit de Courbet. Pourquoi donc, papa, qu'on appelle de la peinture socialiste? Parbleu, parce qu'en lieu d'être de la peinture riche, c'est de la peinture pauvre. Alors je vais essayer de faire un petit peu mieux que ça comme explication, mais vous voyez, on est en 1851, parce que la peinture est faite entre 49 et 50. Elle est exposée au salon 1850 qui ouvre un 31 décembre, donc vous imaginez bien que la plus grande partie du salon s'est déroulée en 51. 1851, on parle déjà dans les caricatures de peintres socialistes. Le quatrième tableau que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le fameux atelier, monument colossal de l'histoire de l'art. Il y a au moins 15 interprétations reconnues, officielles, voire antithétiques, qui sont absolument valables. On va se tenir à une seule aujourd'hui. La question sera de savoir s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité, ce peintre politique. Alors, pour cela, commençons par Courbet le communard. Petit rappel historique. En septembre 1870, non pas les divagations, mais les erreurs militaires de Napoléon III fait qu'il capitule à Sedan devant les militaires prussiens. On proclame la Deuxième République en 1870. De son côté, à peine la République est proclamée, il adhère avec une foi militante et sincère, avec un enthousiasme naïf comme il a pu le démontrer en d'autres occasions. Il participe à la constitution de cette République, c'est donc un homme politique. Il va présider la commission des arts et veille en particulier à la protection des monuments. C'est le siège de Paris. Paris n'a pas encore capitulé. Ils ne capituleront que fin janvier 1871 et il est là pour protéger les œuvres qui risquent d'être brûlées. À la commission des arts, il va enfin appliquer ce dont il rêvait, c'est-à-dire un certain égalitarisme qui est absolument opposé à la politique traditionnelle des beaux-arts, où vous devez passer des jurys, savoir peindre l'anatomie, etc. Il va libérer les lois et les règles du monde artistique.
Il tente de se faire élire à l'Assemblée de février, puisqu'il y a une élection de l'Assemblée nationale en février 1871 qui va sortir conservatrice. Il échoue de peu. Mais il nous laissera un discours électoral fort intéressant. Le problème, c'est que c'est une Assemblée nationale conservatrice et que les Parisiens, les ouvriers, les faubourgs ne veulent pas de cette capitulation devant les Prussiens. Ils veulent continuer à se battre. Ils refusent d'être dirigés par un gouvernement issu de cette Assemblée nationale qui est trop conservatrice pour eux. Et ils forment ce que vous connaissez tous, le gouvernement de la Commune qui dure de mars à mai 1871, terminant par la semaine sanglante. Notre ami Courbet croit à ce régime utopique qui pour lui est un régime proudhonien de type libertaire et anarchique. Il adhère avec tout l'enthousiasme qu'on lui connaît. Il sera élu à la commune du 6e arrondissement et préside la Fédération des artistes qui est la succession de la Commission des arts. Et là encore, il va protéger les monuments, entre autres choses. Ce qui fait que quand, après la semaine sanglante, le gouvernement, ce qu'on appelle les Versaillais, entre à Paris, font tomber les communards, il est à la protection des monuments, il se trouve au Louvre. Il est arrêté, traduit en justice, condamné à 6 mois de prison, qu'il passera entre Versailles et Saint-Pélagie. C'est donc bien un homme politique et un communard. Les questions est, est-ce que ça en fait un peintre communard ? L'incendie des Tuileries a lieu à la fin de la semaine sanglante en 1871. Le palais des Tuileries, c'était le palais, la résidence de Napoléon III et de sa famille, qui était, on peut l'imaginer, un véritable patrimoine historique. Ils y faisaient les fêtes des communards et quand ils ont su qu'ils allaient perdre, ils ont fait exploser le bâtiment à coups de poudre et de canon. Voilà ce dont il restait, il y a des photos aussi, du palais des Tuileries. Est-ce que M. Courbet, peintre et communard, l'a peint, il était intéressé par la question, puisque je vous dis qu'il est au Louvre, il est à la protection des monuments. Non, c'est la même année, en 1871, qu'un certain Georges Clarin va le peindre. S'est-il intéressé à peindre les barricades? Non, le seul qui le fait à notre connaissance en 1871, c'est Manet. Ceux qui vont peindre les événements, en général, c'est bien plus tard, c'est après les années 1900. Maximilien Luce, qui est un peintre anarchiste, va peindre, là encore, les événements de la commune. Un autre, Devant Besse, fera l'appel. On reconnaît ici les communards qui étaient vraiment les ouvriers saisis sur le tas. Ça n'est pas notre ami Courbet, le communard, qui le peint. En fait, la plupart des événements de la commune vont être documentés par les reportages photographiques de journalistes. En voilà un et en voilà un autre. Alors, qu'est-ce que fait notre peintre ? Eh bien, pendant la commune, il va écrire à ses parents avec un grand enthousiasme « Je suis dans l'enchantement, point de police, point de sottise, point d'exaction ». Donc, il était sur un nuage total, heureux d'être un communard. Il est arrêté, il part en prison. Le peintre, qu'est-ce qu'il va peindre? La commune? Non. Il va se peindre comme à son habitude. Il a fait un certain nombre de portraits. Il s'est certainement amélioré parce qu'il doit avoir 50-52 ans. Il avait un ventre, vous allez le voir, assez généreux. Il avait la barbe blanchissante. La pipe, il l'a toujours. On le voit toujours avec sa pipe. Mais l'homme apparaît ici, rajeuni, aminci, portant certes le vêtement de la prison de Saint-Pélagie qui a abrité, on dirait aujourd'hui toutes les stars, mais à l'époque on parlait du bottin mondain, un certain nombre de grands noms ont été arrêtés à Saint-Pélagie. La seule chose qui nous montre qu'il a été communard, c'est son foulard rouge. Donc je ne pense pas que ce type de peinture me permette de vous dire c'est un peintre politique. Vient ensuite cet autre fusain, Courbet à Saint-Pélagie. Politique, je ne crois pas. Vous auriez sous les yeux un paysage, ou plus exactement un intérieur de paysan, je ne pense pas qu'il y aurait la moindre différence. Le gros problème qu'a eu notre ami Courbet, ça n'a pas été la commune. Ça a été d'avoir été suffisamment naïf pour que, en septembre 1870, il exhorte le gouvernement de défense nationale de l'époque, c'est-à-dire au début de la Deuxième République, de déboulonner
le symbole du premier et second empire napoléonien, qui était la colonne Vendôme. Et il l'exhorte par une pétition, donc la preuve est claire. La colonne Vendôme ne va pas être déboulonnée, elle va être démolie par les communards au mois d'avril 1871, et la décision prise quelques jours avant sa propre élection. Donc finalement, il n'est pas directement responsable. Néanmoins, il sera accusé d'être, par abus d'autorité, de s'être rendu complice de la démolition. Ce qui fait qu'il va être condamné à verser 325 000 ou 323 000 francs, une petite fortune. Il est ruiné, ses biens sont saisis, les œuvres séquestrées, la famille surveillée, il part en Suisse. Et à partir de là, une décadence de 1873 à 77, 4 années où il peint peu, il boit beaucoup, il est perturbé, traumatisé, et l'homme, en 77, un 31 décembre, je crois encore, disparaît. Les caricatures s'en donnent à cœur joie. Le voilà, signe du zodiaque en taureau, avec la colonne Vendôme ici retournée. Le voilà toujours avec ce foulard rouge autour de la panse qui marque le communard. Le voilà en train de pousser non pas la colonne Vendôme, mais une pissotière. Voici ensuite une autre caricature, souvenir de la commune. L'homme qui était un jour appelé à démolir la colonne devait commencer par être casseur de pierres. Eh bien, si vous vous souvenez, il s'est fait connaître avec son fameux « Les casseurs de pierres » et le voici ici en casseur de colonnes. Autre caricature dans le grelot, où vous voyez cette panse généreuse, le foulard rouge s'appuyant sur la colonne Vendôme retournée, et puis cette autre caricature où le peintre voit arriver les échéances et il prend la fuite pour la Suisse. Alors la question à se poser, c'est: s'agit-il d'un peintre socialiste? Jusque-là, il est communard, d'accord. Il va être exilé pour des raisons financières, pas politiques. Est-ce que ça en fait un peintre politique? Je reviens toujours à la même question. Selon les caricatures, oui, regardez, c'est un peintre rouge manifestement, donc socialiste, avec la palette à la main. Ici, à nouveau, la palette, le pinceau rouge. Même chose ici, c'est le peintre qui a pris la place de la colonne ici, la fameuse colonne Vendôme. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir s'il s'agit, oui ou non, d'un peintre politique. On procédera en deux temps. D'une part, on va regarder dans quelle mesure on peut, nous, aujourd'hui, en tant qu'historiens ou critiques, essayer de comprendre pourquoi ces peintures ont fait scandale et pourquoi on a parlé de lui comme un peintre socialiste. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai comment, avec Proudhon et sa propre lecture de Proudhon, il a, à sa manière, produit des œuvres politiques.